Hélène Duval se tient devant la porte vitrée de l'imprimerie, le mouchoir blanc serré dans sa main tremblante. La lumière du crépuscule découpe sa silhouette dans l'encadrement. À l'intérieur, Mathieu de Valcourt lève les yeux de ses épreuves et se fige. 5 années se sont écoulées depuis qu'elle a disparu de Paris, emportant avec elle sa réputation brisée et ce carré de lin qu'il lui avait prêté lors d'une soirée à l'opéra. Aujourd'hui, elle est revenue, pas pour supplier, pas pour se venger, mais pour rendre ce qui ne lui appartient plus. Et peut-être, si le courage ne lui manque pas, pour regarder en face l'homme qui n'a pas su la défendre. L'odeur d'encre fraîche flotte dans l'air du soir. Elle envahit la rue étroite où se dresse l'imprimerie de la Gazette parisienne. C'est une odeur âcre et vivante. Elle colle aux doigts, elle imprègne les vêtements. Hélène la respire profondément. Elle ferme les yeux un instant. Cette odeur lui rappelle une autre époque. Un temps où elle croyait encore que les mots pouvaient tout réparer. Elle pousse la porte. Le grincement du métal contre le bois résonne dans le silence. À l'intérieur, la lumière dorée des lampes à gaz éclaire les presses endormies. Des rouleaux de papier s'empilent contre les murs. Des caractères d'imprimerie jonchent les tables. Et au fond de la salle, près d'une fenêtre haute, un homme se tient debout. Il porte une chemise blanche aux manches retroussées. Ses cheveux bruns sont légèrement décoiffés. Il tient une épreuve à la main. C'est Mathieu. Il se retourne lentement. Ses yeux verts rencontrent les siens. Le temps se suspend. Ni l'un ni l'autre ne bouge. Hélène sent son cœur battre si fort qu'elle craint qu'il ne l'entende. Elle ouvre la bouche. Les mots sortent avec difficulté. Ils sont simples. Presque ridicules. Je suis venu te rendre ton mouchoir. Sa voix tremble légèrement. Elle déteste cette faiblesse, mais elle ne peut rien y faire. Elle avance de quelques pas. Elle tend la main. Le mouchoir blanc repose dans sa paume ouverte. Il est propre, soigneusement plié. Les coins sont parfaitement alignés. Mathieu ne dit rien. Il pose l'épreuve sur la table. Il s'approche lentement. Ses pas résonnent sur le plancher de bois. Il s'arrête à 1 mètre d'elle. Il regarde le mouchoir. Puis il lève les yeux vers son visage. 5 ans, dit-il doucement. Elle hoche la tête. 5 ans. Pourquoi maintenant? Elle ne répond pas tout de suite. Elle baisse les yeux vers le tissu blanc, vers ce carré de lin qui a tout changé. Elle se souvient de la soirée où il le lui avait prêté. C'était en 1868. Une nuit d'hiver. L'opéra brillait de 1000 feux. Elle portait une robe de soie bleue. Ses cheveux étaient relevés en chignon. Elle était jeune. Elle était heureuse. Elle ne savait pas encore que tout allait s'effondrer. Parce que j'ai enfin trouvé le courage, répond-elle finalement. Matthew tend la main. Il prend le mouchoir, ses doigts effleurent les siens. Un frisson la traverse. Il déplie lentement le tissu. Il le regarde avec attention. Puis il lève les yeux vers elle. Son expression est indéchiffrable. Entre, dit-il simplement. Paris, 1868. 5 ans plus tôt. La ville brillait sous les lumières du Second Empire. Les boulevards Haussmann s'étendaient comme des artères neuves dans le corps ancien de la capitale. Les théâtres débordaient de rires et de champagne. Les salons littéraires bruissaient de conversations enflammées. Et dans ce tourbillon doré, Hélène Duval tentait de se faire une place. Elle avait 28 ans. Elle était veuve depuis 3 ans. Son mari, un modeste professeur de lettres, était mort d'une fièvre maligne. Il lui avait laissé une petite rente. Juste assez pour vivre dignement. Pas assez pour briller. Mais Hélène avait un talent. Elle écrivait des nouvelles, des chroniques, des traductions. Elle signait sous son nom de jeune fille, Duval, un nom simple, un nom qui ne promettait rien. C'est ainsi qu'elle avait rencontré Mathieu de Valcourt. Il était le fils cadet d'un duc, un homme de 32 ans, intelligent, idéaliste. Il dirigeait une fondation charitable créée par son père. Cette fondation aidait les familles ouvrières. Elle finançait des écoles, elle distribuait des vivres. Elle portait le nom de la famille Valcourt. C'était une institution respectée, une œuvre qui comptait. Mathieu avait besoin d'un rédacteur pour les rapports annuels de la fondation. Quelqu'un qui sache écrire avec clarté et élégance. Quelqu'un qui comprenne les enjeux sociaux sans tomber dans le sentimentalisme. On lui avait recommandé Hélène. Ils s'étaient rencontrés dans un salon littéraire près du Palais Royal. C'était un après-midi de printemps. La lumière entrait par les hautes fenêtres. Hélène portait une robe grise. Ses cheveux châtains étaient simplement coiffés. Elle avait des yeux noisettes, des mains fines, une voix douce mais assurée. Mathieu avait été frappé par son intelligence, par la précision de ses idées, par la façon dont elle écoutait avant de parler. Ils avaient discuté pendant 2 heures, de littérature, de politique sociale, de la condition de femmes, de la responsabilité des privilégiés. Quand ils s'étaient séparés, il lui avait proposé le travail. Elle avait accepté.
Pendant 6 mois, ils avaient travaillé ensemble. Hélène rédigeait les rapports. Mathieu les relisait. Ils se rencontraient une fois par semaine dans le bureau de la Fondation, rue de Varennes. Parfois, ils se croisaient dans des événements mondains. Mathieu l'invitait à des conférences, à des lectures publiques, à des soirées de bienfaisance. Ils n'étaient pas amants, ils n'avaient jamais franchi cette ligne. Mais entre eux s'était hissé quelque chose de rare, une reconnaissance mutuelle, une estime profonde, une complicité qui ressemblait à de l'amitié, mais qui contenait aussi autre chose, quelque chose qu'aucun des deux n'osait nommer. Puis vint la soirée à l'opéra. C'était en décembre 1868, en Donate la Traviata. Mathieu avait invité Hélène à se joindre à un groupe d'amis. Elle avait accepté. Elle portait cette robe de soie bleue. Elle était radieuse. Pendant l'entracte, ils s'étaient retrouvés sur le grand balcon. L'air froid mordait les joues. Hélène avait frissonné. Mathieu lui avait offert son mouchoir pour essuyer une larme d'émotion provoquée par la musique. Just simple, innocent, presque banal. Mais quelqu'un les avait vus. Un membre du conseil de la fondation. Un homme influent. Jaluda l'ascension de Matthew. Cet homme avait murmuré. Il avait laissé entendre que la relation entre Mathieu et Hélène dépassait le cadre professionnel, que cette veuve sans fortune cherchait à séduire le jeune duc, que Mathieu compromettait la réputation de la fondation en fréquentant une femme de condition modeste. Le scandale avait enflé en quelques jours. Pas un scandale public, pas un éclat dans les journaux, mais un scandale de salon. Un scandale murmuré, le pire des scandales, celui qui détruit sans laisser de traces. Le conseil de la fondation avait convoqué Mathieu. On lui avait dit clairement, soit il cessait toute relation avec Hélène Duval, soit la fondation perdrait ses principaux donateurs. Des familles entières menaçaient de retirer leur soutien. La réputation de l'institution était en jeu. Des centaines de familles ouvrières dépendaient de cette aide. Mathieu avait 32 ans. Il était jeune, il était idéaliste, mais il était aussi pragmatique. Il croyait en son travail. Il croyait en la mission de la fondation. Il pensait que le bien de plusieurs devait primer sur le bonheur de deux. Il avait choisi la fondation. Il avait écrit à Hélène, une lettre brève, polie, froide. Il lui expliquait que leur chemin devait se séparer, que les circonstances l'exigeaient, qu'il regrettait. Mais qu'il n'avait pas le choix. Il lui envoyait le paiement final pour son travail. Il lui souhaitait bonne chance. Hélène avait reçu cette lettre un matin de janvier. Elle était assise près de la fenêtre de son petit appartement. Elle avait lu les mots une fois, puis 2 fois. Puis elle avait plié la lettre. Elle ne pleurait pas. Elle était au-delà des larmes. Elle comprenait. Elle comprenait parfaitement. Elle n'avait jamais été assez importante pour qu'on la défende. Elle avait quitté Paris 3 jours plus tard, sans prévenir personne, sans laisser d'adresse. Elle avait emporté quelques livres, quelques vêtements, et le mouchoir de Mathieu, celui qu'il lui avait prêté ce soir-là, celui qu'elle n'avait jamais eu l'occasion de lui rendre. Elle était partie pour Tours, une ville de province, loin de Paris, loin des salons, loin des regards. Elle avait loué une chambre modeste. Elle avait vécu de traduction. Elle signait sous un pseudonyme. Elle ne voyait personne. Elle écrivait. Elle marchait le long de la Loire. Elle reconstruisait sa dignité, pierre par pierre, mot par mot. Pendant 5 ans, elle n'avait pas cherché à revoir Mathieu. Elle n'avait pas écrit. Elle n'avait pas demandé d'explication. Elle avait simplement survécu. Et lentement, très lentement, elle avait guéri. Puis, au printemps 1873, elle avait publié un petit roman, sous son vrai nom cette fois, Un roman sobre. Une histoire de femme qui apprend à vivre seule, qui apprend à se suffire. Le livre avait eu un succès modeste, quelques critiques bienveillantes, quelques lecteurs fidèles, mais surtout, il lui avait rendu quelque chose d'essentiel, sa voix. Et avec cette voix retrouvée était venue une décision. Elle allait retourner à Paris. Elle allait rendre ce mouchoir, non pas pour rouvrir une blessure, non pas pour réclamer des comptes, mais pour clore, pour tourner la page, pour regarder en face celui qui n'avait pas su choisir, et peut-être, si le courage ne lui manquait pas, pour entendre enfin une vérité. Mathieu ferme la porte de son cabinet derrière lui. Il est tard, la nuit est tombée sur Paris. Les rues sont presque désertes. Seul le bruit lointain d'une calèche résonne sur les pavés. Il allume une lampe. La lumière vacille un instant avant de se stabiliser. Il pose le mouchoir sur son bureau. Il le regarde longuement. Ce carré de lin blanc, si simple, si ordinaire, et pourtant chargé de tant de poids. Il s'assoit. Il passe une main sur son visage. Il est fatigué, pas physiquement, mais moralement.
Émotionnellement, demain, il doit annoncer ses fiançailles. Mademoiselle Adelaide de Mortsauf, 24 ans, fille d'un comte, belle, éduquée, parfaite pour un homme de sa position, une alliance stratégique, une union qui satisfera sa mère, qui renforcera la position de la famille, qui apaisera les derniers murmures du passé. Il ne l'aime pas, il ne la déteste pas non plus. I'll la respect, c'est suffisant, c'est ce qu'on attend de lui, c'est ce qu'il a accepté. Mais maintenant, Hélène est revenue et tout vacille. Il prend le mouchoir, il le déplie lentement. Dans un coin presque invisible, il y a une date brodée. 1868, il l'a brodée lui-même, le soir où Hélène est partie. Il avait retrouvé le mouchoir dans son bureau. Elle l'avait oublié lors de leur dernière rencontre. Il l'avait gardé. Il ne savait pas pourquoi, peut-être par culpabilité, peut-être par nostalgie, peut-être par espoir. Et un soir, seul dans ce même cabinet, il avait pris une aiguille. Il avait brodé cette date. Maladroitement, il n'avait jamais fait cela. Ses doigts étaient malhabiles, le fil était irrégulier. Mais il avait persisté, il avait voulu marquer ce tissu, comme pour graver dans la matière ce qu'il n'osait pas dire à voix haute. Maintenant, 5 ans plus tard, elle était revenue. Elle lui avait rendu ce mouchoir, et tout ce qu'il avait construit depuis s'effondrait. Il reste assis jusqu'à l'aube. Il dort pas. Il réfléchit, il pèse, il mesure. À l'extérieur, le ciel commence à pâlir. Les premières lueurs du jour filtrent à travers les rideaux. Les oiseaux commencent à chanter. Quand le soleil se lève enfin, Mathieu a pris sa décision. Il écrit un mot bref. Il le scelle. Il appelle un domestique. I'll Louis donne le message. Portez ceci immédiatement à mademoiselle de Mortsauf. Le domestique s'incline et part. Mathieu reste seul. Il regarde le mouchoir. Il le replie soigneusement. Il le glisse dans la poche intérieure de sa veste, près de son cœur. 1 heure plus tard, sa mère fait irruption dans le cabinet. La duchesse douairière est une femme de 60 ans. Elle porte une robe noire. Ses cheveux gris sont tirés en chignon sévère. Son visage est pâle de colère. « Que as-tu fait » demande-t-elle d'une voix glaciale. Matthew s'y lève. Il la regarde calmement. « J'ai annulé mes fiançailles. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas épouser une femme que je ne choisis pas. Tu l'avais choisie. Nous en avions parlé. Tu avais accepté. J'avais accepté par devoir, pas par conviction. » La duchesse s'approche. Elle pose ses mains gantées sur le bureau. Est-ce à cause de cette femme, cette veuve qui est revenue? Mathieu ne répond pas immédiatement. Il sait que sa mère est informée. Elle sait toujours tout. Oui, dit-il finalement, tu es fou. Tu vas détruire tout ce que nous avons construit. Non, je vais enfin construire quelque chose de vrai. Et la fondation, et notre nom, et notre réputation. La réputation ne vaut rien si elle repose sur un mensonge. La duchesse le regarde longuement, puis elle secoue la tête. Tu es comme ton père, idéaliste, naïf. Tu crois que l'amour peut tout réparer. Mais l'amour ne nourrit pas les pauvres. L'amour ne construit pas des écoles. L'amour ne protège pas les familles. Non, répond Mathieu doucement. Mais l'amour donne un sens à tout cela. La duchesse tourne les talons. Elle quitte le cabinet sans un mot de plus. La porte claque derrière elle. Mathieu reste debout. Il ne tremble pas. Il ne regrette pas. Pour la première fois depuis 5 ans, il respire librement. Hélène marquait le long de la Seine. Le vent froid de novembre fait voler les pans de sa cape. Elle serre son châle contre elle. Elle regarde l'eau grise qui coule sous les ponts. Des barges chargées de marchandises glissent lentement. Des pêcheurs solitaires attendent patiemment. La vie continue, imperturbable, indifférente. Elle pense à ces 5 années, à tout ce qu'elle a traversé, à tout ce qu'elle a perdu, à tout ce qu'elle a gagné aussi. Quand elle était arrivée à Tours, elle était brisée. Elle ne savait plus qui elle était. Elle avait perdu son travail. Elle avait perdu sa place dans le monde. Elle avait perdu l'estime de celui qu'elle admirait le plus. Elle s'était sentie invisible, effacée, comme si elle n'avait jamais existé. Les premiers mois avaient été terribles. Elle restait enfermée dans sa chambre. Elle ne mangeait presque pas. Elle ne dormait pas. Elle relisait la lettre de Mathieu. Elle cherchait entre les lignes une excuse, une justification, une trace de regret. Mais il n'y avait rien. Just the most polis. Froid, définitif. Puis lentement la colère était venue. Une colère sourde, profonde. Elle en voulait à Mathieu. Elle en voulait à cette société qui l'avait jugée. Elle en voulait à elle-même d'avoir cru qu'elle pouvait avoir une place dans ce monde-là. Mais la colère, aussi douloureuse soit-elle, était une force. Elle l'avait poussée à agir. Elle avait commencé à traduire des romans anglais, des essais allemands. Elle signait sous un pseudonyme masculin. Les éditeurs acceptaient son travail.
Elle gagnait modestement sa vie. Elle survivait. Et puis, un jour, elle avait commencé à écrire. Pas pour les autres. Pour elle, elle écrivait sur ce qu'elle ressentait, sur ce qu'elle avait vécu, sur la solitude, sur la dignité. Sur la Reconstruction. Elle écrivait sans espoir de publication, juste pour exister à nouveau. Mais les mots avaient pris forme. Les phrases s'étaient organisées. Une histoire était née. L'histoire d'une femme qui apprend à vivre seule, qui apprend à se suffire, qui découvre que la liberté a un prix, mais que ce prix vaut la peine d'être payé. Elle avait envoyé le manuscrit à un éditeur, sans grand espoir, mais l'éditeur avait accepté. Il lui avait demandé de signer sous son vrai nom. Les femmes écrivent de mieux en mieux, lui avait-il dit. Il est temps qu'elle signe. Le livre était sorti au printemps 1873. Il n'avait pas fait scandale, il n'avait pas fait fortune, mais il avait trouvé ses lecteurs, des femmes surtout, des femmes qui se reconnaissaient dans cette histoire, qui écrivaient à Hélène pour la remercier, qui lui disaient qu'elle avait mis des mots sur leur propre douleur. Et c'est à ce moment-là qu'Hélène avait compris. Elle n'avait pas besoin de Mathieu pour exister. Elle n'avait pas besoin de son approbation. Elle n'avait pas besoin de sa protection. Elle existait par elle-même. Elle avait une voix, elle avait un nom, elle avait une dignité, mais elle avait toujours ce mouchoir, ce carré de lin blanc, ce souvenir d'un temps où elle avait cru possible un autre avenir, et elle savait qu'elle ne pourrait pas avancer vraiment tant qu'elle ne l'aurait pas rendu, tant qu'elle n'aurait pas fermé cette porte. C'est pourquoi elle était revenue à Paris, pas pour renouer, pas pour supplier, mais pour clore, pour rendre ce qui ne lui appartenait plus, pour regarder en face celui qui n'avait pas su choisir. Et peut-être, si la vérité était encore possible, pour l'entendre enfin. Mathieu l'attend devant la bibliothèque de la Fondation. C'est un lieu neutre, un lieu où ils se sont souvent retrouvés autrefois, un lieu qui appartient à leur passé commun. Hélène arrive à l'heure convenue. Elle porte une robe simple, grise, ses cheveux sont coiffés en chignon. Elle a 33 ans maintenant, son visage a changé. Il est plus grave, plus marqué, mais aussi plus beau, comme si la douleur l'avait affiné. Matthew ouvre la porte. Il la fait entrer. La bibliothèque est vaste. Des étagères de bois sombre s'élèvent jusqu'au plafond. Des milliers de livres alignés. L'odeur du papier ancien et du cuir. Une grande table occupe le centre de la pièce. 2 fauteuils sont disposés près de la cheminée. Un feu crépite doucement. Il s'assoit, pas trop près, pas trop loin. Une distance respectueuse. Hélène pose ses mains sur ses genoux. Mathieu la regarde. Il ne sait pas par où commencer. « Merci d'être venu, dit-il finalement. « Je ne suis pas venu pour toi, répond-elle doucement. Je suis venu pour moi. » Il hoche la tête. « Je comprends. » Un silence. Le feu crépite. Dehors, la pluie commence à tomber. Des gouttes frappent les vitres. « Pourquoi n'as-tu rien dit ?» demande Hélène. Sa voix est calme, presque neutre, mais il y a une douleur sous les mots. Mathieu baisse les yeux. « Parce que je croyais protéger quelque chose de plus grand que nous. La Fondation. Oui. Et moi ?» Elle le regarde droit dans les yeux. J'étais quoi dans cette grandeur? Il ne répond pas. Il ne peut pas. Il n'a pas de réponse. Ou plutôt, il en a une. Mais elle est terrible. Elle était sacrifiable. Voilà la vérité. Elle était sacrifiable parce qu'elle était seule, parce qu'elle n'avait pas de famille puissante, parce qu'elle n'avait pas de fortune, parce qu'elle était une femme. Tu as sauvé une institution, dit Hélène lentement. Moi, j'ai dû me sauver seule. Mathieu ferme les yeux. Je sais. Et je ne peux pas te demander pardon, parce que ce que j'ai fait est impardonnable. Non, répond-elle, ce n'est pas impardonnable, c'est humain. Tu as eu peur, tu as choisi la sécurité, tu as choisi le devoir. Je comprends, mais cela ne change rien. J'ai payé le prix de ton choix. Matthew S. Lève. Il marche vers la table. Il prend quelque chose. Il revient vers elle. C'est le mouchoir. Il le déplie. Il le pose sur ses genoux. Regarde, dit-il doucement. Hélène baisse les yeux. Elle voit la date brodée. 1868, elle fronce les sourcils, elle touche le fil. C'est maladroit, irrégulier. Elle lève les yeux vers lui. C'est toi qui? Il hoche la tête. Le soir où tu es parti. J'ai retrouvé ce mouchoir dans mon bureau. Tu l'avais oublié. Je l'ai gardé. Et un soir, je ne sais pas pourquoi, j'ai brodé cette date. Comme pourquoi, comme pour ne pas oublier, comme pour marquer ce moment, comme pour... Il s'interrompt. Il cherche ses mots, comme pour garder une trace de ce que j'avais perdu. Hélène tourne le mouchoir. Elle examine le brodage, et soudain, elle voit quelque chose, au verso, une autre inscription, minuscule, presque invisible. Elle plisse les yeux. Elle lit, je n'ai pas su. Pardon. Elle lève les yeux brusquement. Quand as-tu brodé ceci? Il y a 2 mois. Pourquoi?
Mathieu s'assoit dans le fauteuil en face d'elle. Il pose ses coudes sur ses genoux. Il joint ses mains. Il la regarde. Parce que j'ai appris la vérité. Quelle vérité? La vérité sur ce qui s'est passé en 1868. Helene attend. Elle ne dit rien. Elle sent son cœur battre plus vite. Il y a 2 mois, continue Mathieu, un ancien membre du conseil de la fondation est venu me voir. Il était malade. Mourant, il voulait se confesser. Il m'a dit que le scandale autour de toi n'était pas spontané. Il avait été orchestré. Orchestra? Oui, par un homme influent, un donateur important. Cet homme voulait que sa propre fille soit engagée comme rédactrice. Mais je t'avais choisi toi. Il était furieux. Alors il a répandu des rumeurs. Il a laissé entendre que notre relation était inappropriée. Il a fait pression sur le conseil. Et le conseil a fait pression sur moi. Hélène sent une colère froide monter en elle. Et tu l'ignorais? Je le jure, je croyais que c'était un malentendu, une rumeur malheureuse. Je ne savais pas que c'était calculé, que ton nom avait été délibérément sali pour protéger les intérêts de cet homme. Et quand tu l'as appris, j'ai tout remis en question. J'ai compris que je n'avais pas seulement été lâche. J'avais été aveugle. J'avais accepté la version officielle sans chercher plus loin. J'avais sacrifié une personne innocente pour sauver une institution qui ne le méritait pas. Il se lève, il marche vers la fenêtre, il regarde la pluie tomber. J'ai commencé à te chercher, dit-il. J'ai écrit à Tours. J'ai demandé à des connaissances, mais personne ne savait où tu étais exactement. J'ai brodé ce message sur le mouchoir. Je voulais qu'il soit prêt, que tu saches que j'avais compris, que j'avais honte. KJ regrettes. Hélène reste silencieuse. Elle regarde le mouchoir, elle touche le fil maladroit. Elle sent quelque chose se briser en elle, pas de la colère, pas de la joie, quelque chose de plus complexe. Un mélange de tristesse et de soulagement. Tu aurais pu me détruire, dit Mathieu en se retournant. Tu aurais pu raconter cette histoire. La Gazette l'aurait publiée. Ma réputation aurait été ruinée. La fondation aurait été discréditée. Tu en avais le droit. Je ne veux pas te détruire, répond Hélène doucement. Je veux la justice. Quelle justice? Elle se lève. Elle s'approche de lui. Elle le regarde droit dans les yeux. Je veux que tu choisisses. Pas pour moi, pour toi. Je veux que tu décides si tu veux continuer à vivre dans le mensonge, ou si tu veux vivre dans la vérité. Que veux-tu que je fasse? Je veux que tu publies une rectification dans la Gazette. Sobri, sans nom, sans drame, just la vérité. Qu'il y a 5 ans une injustice a été commise, qu'une personne innocente a été sacrifiée pour protéger des intérêts particuliers, que tu le regrettes, et que tu en assumes la responsabilité. Mathieu la regarde. Et ensuite tu quittes la direction de la fondation, non par honte, mais par cohérence, parce qu'on ne peut pas diriger une œuvre de justice si on a soi-même été injuste. Tu veux que je renonce à tout? Non, je veux que tu renonces au mensonge. Lou rest, to Lou reconstruas. Mathieu ne répond pas immédiatement. Il retourne vers la cheminée. Il regarde les flammes. Il réfléchit. Helene attend. Elle ne le presse pas. Elle sait que ce choix lui appartient. Finalement, il se retourne. J'ai besoin de temps. Combien? Une nuit. Helene hoche la tête. Très bien. Elle prend le mouchoir. Elle le plie soigneusement. Elle le glisse dans son sac. Elle se dirige vers la porte. Avant de sortir, elle se retourne. Matthew. Oui. Merci d'avoir brodé ces mots. Même si c'était tard. Même si c'était maladroit. Merci. Elle sort. La porte se referme doucement derrière elle. Mathieu reste seul. Il regarde le feu. Il sait ce qu'il doit faire. Il le sait depuis qu'elle est entrée dans cette pièce. Mais il doit encore trouver le courage de le faire. La nuit est longue. Matthew n'y dort pas. Il reste assis dans son cabinet. Il écrit. IL retour. Il recommence. Il cherche les mots justes. Les mots qui diront la vérité sans être grandiloquents. Les mots qui assumeront la responsabilité sans chercher l'absolution. À l'aube, le texte est prêt. Il est court, 3 paragraphes, pas plus. Mais chaque mot est pesé. Chaque phrase est juste. Il se lève, il s'habille, il prend le texte. Il sort dans les rues encore endormies de Paris. Il marche jusqu'à l'imprimerie de la Gazette. Il frappe à la porte. Le typographe ouvre. Il reconnaît Mathieu. Il le fait entrer. Je veux publier ceci, dit Mathieu, entendant le texte, dans l'édition de demain. Le typographe lit, il lève les yeux. Vous êtes sûr? Oui, cela va faire du bruit, je sais. Le typographe hoche la tête. Très bien, ce sera fait. Matthew sort. Il marche jusqu'à la rue de Varennes. Il entre dans les bureaux de la fondation. Il convoque le conseil. Les membres arrivent un par un. Ils s'assoient autour de la grande table. Ils attendent. Mathieu reste debout.
Il leur explique. Il leur dit ce qu'il a appris. Il leur dit ce qu'il va publier. Il leur dit qu'il démissionne de la direction, qu'il reste disponible pour conseiller, mais qu'il ne peut plus diriger. Le silence est pesant. Certains membres sont choqués, d'autres sont soulagés. Un vieil homme, un ami de son père, se lève. Il s'approche de Mathieu. « I'll Louis Sarah Lamaine. Votre père aurait été fier, dit-il simplement. Matthew sent S.A. Gorge S.E. Sarah. Il hoche la tête. Il ne peut pas parler. Quand il rentre chez lui, sa mère l'attend. Elle est assise dans le salon. Elle porte toujours sa robe noire. Son visage est fermé. « Tu as fait ce que tu devais faire » demande-t-elle froidement. « Oui. Et maintenant je vis avec mes choix. » La duchesse se lève. Elle s'approche de lui. Elle le regarde longuement. Puis, à sa grande surprise, elle pose une main sur son épaule. « Ton père aussi a dû choisir un jour, » dit-elle doucement, « entre le devoir et la vérité. Il a choisi la vérité, et cela lui a coûté cher. Mais il ne l'a jamais regretté. » Elle retire sa main. Elle sort du salon. Mathieu reste seul. Il sent quelque chose se dénouer en lui. Une tension qu'il portait depuis 5 ans. Il respire profondément. Il ferme les yeux. Pour la première fois depuis longtemps, il se sent en paix. Hélène attend dans une modeste chambre d'hôtel près du jardin du Luxembourg. Elle a loué cette chambre pour quelques jours. Le temps de régler cette affaire. Le temps de fermer cette porte. Ensuite, elle rentrera à Tours. Ou peut-être restera-t-elle à Paris. Elle ne sait pas encore. Elle est assise près de la fenêtre. Elle regarde les arbres dénudés du jardin. L'automne a emporté les feuilles. Les branches noires se découpent contre le ciel gris. Il fait froid. Elle a enveloppé ses épaules dans un châle. Sur la table, son roman est ouvert. Elle relit quelques passages. Elle se demande si elle a bien fait, si tout cela en valait la peine, si elle n'aurait pas dû simplement oublier, simplement continuer sa vie, simplement laisser le passé où il était. Mais elle sait que non. Elle sait qu'elle ne pouvait pas avancer tant que cette histoire n'était pas réglée, tant que cette injustice n'était pas reconnue, tant que cette vérité n'était pas dite. Elle pense au mouchoir, au fil maladroit, à la date, aux mots brodés au verso. Je n'ai pas su, pardon. Ces mots l'ont touché plus qu'elle ne voulait l'admettre. Ils ne réparent rien. Ils ne changent rien au passé. Mais ils disent quelque chose d'important. Ils disent que Mathieu a compris, qu'il a regretté, qu'il a essayé à sa manière de réparer. Est-ce suffisant? Elle ne sait pas. Peut-être, peut-être pas. Mais c'est quelque chose. On frappe à la porte. Elle sursaute. Elle se lève. Elle ouvre. C'est un gamin, un garçon de course. Il tient une enveloppe. Pour Madame Duval, dit-il. Elle prend l'enveloppe. Elle donne une pièce au garçon. Il s'en va, elle referme la porte. Elle ouvre l'enveloppe. Il y a un mot, écrit de la main de Mathieu. Demain matin. Quai de la Seine, Presse du Pont de Arts. À l'aube. S'il vous plaît. Helene relit le emote. Elle le pose sur la table. Elle regarde par la fenêtre. Le ciel commence à s'assombrir. La nuit tombe. Elle sait qu'elle ira. Elle sait qu'elle doit y aller. Parce que cette histoire n'est pas encore tout à fait finie. L'aube se lève sur la Seine. Le ciel est d'un gris pâle. La brume flotte bas sur l'eau. Elle enveloppe les berges. Elle efface les contours. Le monde semble suspendu entre la nuit et le jour, entre le passé et l'avenir. Hélène arrive la première. Elle porte sa cape grise. Ses cheveux sont relevés sous un chapeau simple. Elle marche lentement le long du quai. Ses pas résonnent sur les pavés humides. Elle s'arrête près du pont des Arts. Elle regarde l'eau. Elle attend. Mathieu arrive quelques minutes plus tard. Il porte un long manteau sombre. Ses cheveux sont décoiffés par le vent. Il tient quelque chose à la main, un journal, la Gazette. Il s'approche d'elle. Il s'arrête à quelques pas. Ils se regardent. Aucun des deux ne parle. Le silence est lourd, mais pas inconfortable. C'est un silence chargé d'attente. Finalement, Mathieu tend le journal. C'est publié. Hélène prend le journal. Elle l'ouvre. Elle cherche l'article. Elle le trouve. C'est en 3e page, sous le titre rectification. Elle lit. Le texte est sobre, précis. Il explique qu'il y a 5 ans, une injustice a été commise au sein de la Fondation Valcourt, qu'une personne innocente a été sacrifiée pour protéger des intérêts particuliers, que cette personne a été calomniée, que son nom a été sali, que cela n'aurait jamais dû arriver, que le directeur de la Fondation, Mathieu de Valcourt, assume l'entière responsabilité de cette injustice, qu'il présente ses excuses publiques et qu'il démissionne de ses fonctions. Helene termine la lecture. Elle lève les yeux. Elle regarde Mathieu. Il est là, debout, sans armure sociale, sans titre, sans fonction. Juste un homme qui a enfin choisi. Tu as tout perdu, dit-elle doucement. Non, répond-il. J'ai perdu ce qui ne m'appartenait pas vraiment. Et maintenant,
Maintenant, je reconstruis, autrement. Hélène plie le journal. Elle le lui rend. Merci, c'est moi qui te remercie. Pourquoi? Parce que tu m'as donné le courage de choisir. Elle ne répond pas. Elle s'approche de lui. Elle pose sa main sur son visage. C'est la première fois en 5 ans qu'il se touche vraiment. Sa paume est chaude contre sa joue. Il ferme les yeux. I'll send sun souffle. Il sent son parfum, léger, discret. J'aurais dû choisir plus tôt, murmure-t-il. Mais tu as choisi, répond elle. Leurs fronts se touchent. Le monde s'efface. Il n'y a plus que ce moment. Sous contact, cette vérité. Mathieu ouvre les yeux. Il la regarde. Elle le regarde. Et dans ce regard, il y a tout. La douleur, le pardon, l'espoir. Il se penche lentement. Ses lèvres effleurent les siennes. C'est un baiser doux. Grave, profond. Pas de passion devrant, pas de fièvre. Juste une fusion lente, inévitable. Le saut d'un recommencement. Hélène ferme les yeux. Elle se laisse aller contre lui. Elle sent ses bras l'entourer. Elle sent sa chaleur. Elle sent son cœur battre. Et pour la première fois depuis 5 ans, elle se sent en sécurité. Il reste ainsi longtemps. Enlaces. Silencieux. La brume les enveloppe. Le soleil commence à percer. Les premières lueurs dorées filtrent à travers les nuages. La Seine coule paisiblement. Des mouettes crient au loin. Le bruit des premières charrettes résonne sur les quais. La ville is evil. Et avec elle, une nouvelle vie commence. Pas facile, pas parfaite, mais vraie. 6 mois plus tard. Paris, Printemps 1874. Hélène est restée à Paris. Elle a loué un petit appartement près du Panthéon. Elle continue d'écrire. Son 2e roman est en cours. Elle travaille aussi comme traductrice pour plusieurs éditeurs. Elle gagne modestement sa vie. Mais elle est libre, elle est indépendante, elle est elle-même. Mathieu travaille désormais comme conseiller pour des œuvres sociales plus modestes. Il aide des associations de quartier. Il rédige des rapports. Il donne des conférences. Il ne gagne plus beaucoup d'argent, mais il dort mieux. Il se regarde dans le miroir sans détourner les yeux. Ils se voient régulièrement. Ils marchent ensemble au jardin du Luxembourg. Ils parlent de tout, de littérature, de politique, de la vie. Ils rient, ils se disputent parfois. Ils apprennent à se connaître vraiment, pas comme avant. Pas dans l'ombre des conventions, mais en pleine lumière. Ils ne se sont pas mariés, pas encore, peut-être jamais. Ils n'en ressentent pas le besoin. Ils sont ensemble, c'est suffisant. Ils se choisissent chaque jour. C'est plus fort qu'un contrat. Un soir, Hélène rentre chez elle. Elle ouvre son armoire. Elle sort une petite boîte. Elle l'ouvre. À l'intérieur, soigneusement plié, repose le mouchoir blanc. Elle le prend. Elle le déplie. Elle regarde la date brodée. 1868, elle regarde les mots au verso. Je n'ai pas su. Pardon. Elle sourit doucement. Elle replie le mouchoir. Elle le remet dans la boîte. Elle referme le couvercle. Elle range la boîte dans l'armoire. Ce tissu a porté 5 ans de silence, 5 ans de douleur, 5 ans d'attente. Maintenant il repose. Il n'est plus un fardeau, il n'est plus une blessure. Il est un souvenir, un témoignage, une preuve que même les erreurs peuvent être réparées, que même les silences peuvent être brisés, que même les cœurs brisés peuvent guérir. Le lendemain matin, Hélène retrouve Mathieu près de la fontaine Médicis. Le soleil brille. Les arbres sont en fleurs, l'air sent le lilas et la terre humide. Ils marchent côte à côte, leurs mains se frôlent, puis se prennent, leurs doigts s'entrelacent. Ils ne parlent pas, ils n'ont pas besoin de parler, ils marchent simplement, ensemble, dans la lumière du matin, dans la promesse d'un jour nouveau. Et quelque part dans l'appartement près du Panthéon, dans une boîte au fond d'une armoire, un mouchoir blanc repose, témoin silencieux d'un amour qui n'est pas né dans l'éclat, mais qui a su renaître dans le courage de choisir la vérité. Certains amours ne naissent pas dans l'éclat. Ils renaissent dans le courage de choisir la vérité.